Bienvenue à tout le monde. On est hyper content de faire cette conférence dont on parle depuis un moment avec Ambre. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adrien Colombier, le mari de Dominica, qui gère Bird Up Studio, le CEO de yoga Arbonnet. On fait pas mal de classes en ligne. Maintenant, on fait un peu des conférences. On veut profiter du confinement pour parler des sujets qui nous touchent à cœur et qui sont importants justement dans le contexte actuel. Euh, et donc, je donne des cours de pranayama, qui sont des cours de respiration, et des cours de yoga aussi, avec Dominica, et on a une dizaine de profs au studio. Et voilà, Ambre, qui est une très bonne amie, je vais la laisser se présenter. Bonjour à tous, je suis ravie de vous voir tous présents. Je suis diététicienne nutritionniste du sport. Je suis spécialisée en diététique aussi comportementale. Je travaille en libéral sur Annecy quelques jours par semaine, dans les clubs notamment d'Aviron et aussi en prévention santé avec les mutuelles et les caisses de retraite. Voilà, c'est ma partie. Pas mal de conférences aussi à côté de l'activité libérale. Donc, ce que je vais faire, je vais couper le micro de tout le monde, histoire que ça reste calme, mais vous pouvez utiliser le chat pour envoyer des questions. Profitez-en vraiment, c'est le bon moment pour ça. Donc, tu veux peut-être nous parler un peu des quelques points qu'on va évoquer aujourd'hui? Ouais, donc du coup aujourd'hui comme thématique, déjà sur les réseaux sociaux on a vu quand même pas mal de choses passer sur l'alimentation en confinement et notamment sur la prise de poids. Il y a eu un gros focus là-dessus, sur attention à ce que vous mangez, vous pourriez prendre du poids. Donc je vais refaire un point, en tout cas sur moi, de mon point de vue en tant que praticienne. Donc on n'a pas tous les mêmes points de vue en tant que diététicien. Mais du coup, je vais vous expliquer mon propre point de vue. Ça se confie. Il y aura aussi un focus sur l'alimentation globale et comment organiser ses courses, comment discuter ensemble sur les courses, l'alimentation dans la vie quotidienne, comment ça se passe actuellement. Avec un petit rappel aussi de tout ce qui est conservation des aliments, comment ça fonctionne. Je pense que ça ne fait pas de mal parce qu'il y a eu beaucoup de stock. Donc voilà, on fera le point. Un petit peu aborder tout ce qui est des notions de sensations alimentaires. Vraiment, je trouve que c'est un point important parce que faire le lien aussi avec le yoga et la respiration et reconnecter avec l'instant présent et le corps, comment on appréhende son corps dans cette période compliquée, ça a un lien direct avec la manière dont on mange et ce dont on mange notamment. Donc voilà pour ce qui est des points qu'on va aborder aujourd'hui. Voilà. Super. Donc Tu veux commencer par le côté prise de poids, pourquoi on prend du poids, etc. Voilà, exactement. Donc tout ce qui est prise de poids, alors en fait il y a un changement de rythme qui s'est installé pour la majeure partie des personnes, pour celles qui sont passées du télétravail ou tout simplement qui ont dû arrêter leur travail. Ceux qui faisaient énormément de sport en extérieur ou même en intérieur, plus la possibilité d'aller à la salle, plus la possibilité d'aller au yoga ou plus la possibilité d'aller faire son jogging. Donc un changement de rythme à se retrouver dans un espace complètement restreint qui est chez soi. Et du coup, un niveau d'activité physique qui diminue. J'ai envie de dire aussi que tout ce confinement crée une sorte d'état de manque. On est français, hein, il y a un attachement à nos libertés qui est, je pense, très important. Et là, il y a une grosse restriction de liberté qui s'est instaurée. Donc, il faut réussir à vivre avec et on peut se sentir à l'étroit chez soi. La prise de poids, tout simplement, pour revenir sur un fait concret, hein, la prise de poids, c'est quand nos dépenses sont inférieure du coup à nos apports alimentaires. Ça, c'est dans la forme classique, j'ai envie de dire la forme la plus simple de la prise de poids. Prise de poids, ça peut être aussi finalement contrôler plus son alimentation et ne pas écouter son corps et ne pas écouter ses envies de manger émotionnelles, de la tête qui dit là j'ai envie de chocolat, oui mais non c'est pas bien, ça va te faire grossir et finalement on s'enfile une tablette de chocolat. Voilà. Donc voilà, il y a plein de formes de prise de poids.
Et cette période, moi, je vous invite vraiment à la vivre comme un moment d'expérience, comme une expérience de vie, parce que j'espère qu'on n'aura pas à la revivre une autre fois ou trop longtemps non plus. Mais en tout cas, je pense que de le prendre sur le côté de l'expérience, c'est plus enrichissant et moins oppressant. Voilà, que de se dire bah, j'ai une restriction de liberté et je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Voilà, plutôt, ok, qu'est-ce que ce moment va pouvoir m'ouvrir dans ma vie? Quelles possibilités ça va m'ouvrir? Et je rebondis du coup, Adrien, en yoga, je pense que c'est des postures justement d'ouverture d'esprit et d'ouverture de soi, tout simplement, qu'il faut prendre. Bah, oui, complètement. Transformer ce moment en opportunité. Peut-être que dans le futur, je ne sais pas, on peut être alité pour des raisons particulières. Peut-être qu'on aura une restriction de liberté pour décider ou non. Donc là, on est dans des conditions qu'on connaît, plus ou moins difficiles. Autant en profiter. Et d'ailleurs, en yoga, donc sur la partie asana, sur les postures, ce qu'on fait, c'est créer une contrainte et voir comment on peut réagir dans cette contrainte. Quand on vous demande de tenir sur un pied en vous tenant l'orteil, quand on y pense, c'est un peu ridicule. Mais le but, c'est de créer une contrainte. Et à cet endroit-là, de pouvoir retourner à la respiration, retourner à la concentration et de se dire non, en fait, c'est OK. Je peux garder mon équilibre physique, mais aussi personnel. Tu parlais de reconnexion, reconnecter à ses sensations. Je ne sais pas, est-ce que tu veux qu'on fasse ce petit exercice dont je te parlais maintenant ou un peu plus tard? Euh, Peut-être juste après. Ouais, ça marche. Ok. Bah, du coup, t'embrayes là-dessus. Donc, tout simplement, pour rendre plus confortable cette période en termes d'alimentation, je pense que ce qui est important, mais il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas une règle non plus, parce que ça peut être très culpabilisant aussi, mais c'est juste d'essayer de suivre les messages que notre corps il nous envoie. Notre corps, à la base, il va nous envoyer euh, des signaux de faim, de rassasiement, tout simplement. Donc, quand on a faim, c'est simplement une sensation de creux dans le ventre. Donc, on essaye de respecter, et je rebondis sur une question que je voulais poser plus tard, c'est à quel rythme manger? Il n'y a pas vraiment de rythme prédéfini. Finalement, chaque personne est différente. On va se lever pas tous aux mêmes heures, on va pas tous faire les mêmes activités, mais du coup, votre corps a besoin de quoi à quel moment? Et donc, du coup, bah, la faim, c'est un bon moyen de trouver un repère et de se dire, ah bah là, j'ai pas faim. Est-ce que mon petit déjeuner, finalement, il est nécessaire? Ben non. Mais comment reconnaît-on la faim? Bah, la faim, c'est un creux dans le ventre, ça va être une fatigue, ça va être voilà, plus ou moins poussé. Du coup, on va jusqu'au tremblement, on va jusqu'à de l'hypoglycémie. Mais globalement, c'est un creux dans le ventre et c'est aussi que dans les pensées, la faim prend toute la place. C'est ah ouais, là j'ai faim et je peux même plus me concentrer à travailler. Le télétravail, là, je pense qu'il y a une chose, c'est de manger. Voilà. Donc, ce qui est important, comme l'a dit Adrien, c'est reconnecter avec son corps dans un premier temps. Voilà, donc si tu veux enchaîner sur tes petits Ouais, exercices. ouais, donc bah, c'est vrai que là on parle de nourriture, mais nous au studio, en yoga, c'est ce qu'on fait en fait. On fait rien d'autre que ça. Quand on fait une posture, quand on fait de la respiration, c'est reconnecter à ses sensations, regarder à l'intérieur. Donc, je vais vous proposer un petit exercice pour faire ça, à la fois comment remettre son attention à l'intérieur plutôt que dans toutes les distractions du quotidien, que ce soit nos pensées, que ce soit ce qui se passe autour de nous, mais plutôt repasser à l'intérieur. Donc, le premier exercice, donc, je vais juste vous demander de vous asseoir un peu confortablement, quelque chose qui est relativement stable, peut-être les pieds au sol. Il n'y a pas vraiment de contrainte, mais assez droit, posé. Voilà. Un endroit qui est confortable et qui permet d'avoir votre attention qui soit éveillée. Euh, donc, une fois que vous êtes bien assis, tout simplement, on va tendre le bras droit et ça va partir de l'omoplate. Vraiment, l'omoplate, elle pousse à fond, elle avance, l'épaule s'avance, le bras, l'avant-bras est tendu très fort, il pousse comme c'est un mur qui fermait en face de vous. Et la paume de main à fond aussi, vraiment, ça pousse, vous sentez toute cette force. Donc, on a vraiment une force qui part à l'avant et au même moment, tous nos doigts vont revenir vers le visage. Donc, c'est l'inverse, comme s'il y avait des petites ficelles qui tiraient notre doigt vers le visage et on pousse les deux à fond. Les deux s'écartent un peu, ils s'ouvrent un maximum à fond, à fond, à fond, à fond. Encore en plus d'intensité, encore plus d'intensité. À fond, encore 2 secondes plus.
on va relâcher, fermer les yeux et juste se concentrer sur cette main, sur ce qu'on y ressent. Peut-être des différences de température, peut-être des vibrations, peut-être de la chaleur à certains endroits, peut-être du froid. Peut-être qu'il y a des endroits qui paraissent plus précis que d'autres, plus accessibles que d'autres dans cette main. Et en gardant les yeux fermés, sans bouger la main, on va essayer de délimiter où s'arrête la main, où commence l'air. De trouver la cellule exacte où la peau s'arrête et l'air commence. On peut essayer de le faire sur toute la main ou peut-être un endroit précis, au bout du pouce par exemple. Est-ce que je peux dire exactement où est la délimitation? Cette main droite, maintenant, on va venir la poser sur notre nombril. Et on va se concentrer sur notre respiration en étant sûr qu'à notre inspiration, le ventre se gonfle, c'est-à-dire que le nombril pousse la main droite. On a le droit de faire un gros ventre, on a le droit de pousser à fond la main. Et à l'expiration, le nombril va vers la colonne. La main peut même pousser un peu et on essaye d'aller le plus près possible de la colonne avec le nombril. On inspire, on gonfle le ventre. Et on expire, le ventre va vers la colonne. On essaye d'isoler la respiration, d'utiliser que la respiration abdominale. Quand on inspire, ça gonfle le ventre. Il faut relâcher les muscles justement pour qu'ils puissent s'agrandir, s'allonger. Et quand on expire, il faut contracter ces muscles pour venir chercher la colonne, compresser comme un tube dentifrice. On inspire, on relâche tout, le périnée, le bas du ventre, les abdos. Il faut relâcher pour pouvoir faire un maximum de place pour tous les organes. Et on expire, petit à petit, on presse vers la colonne. Et en gardant cette respiration abdominale maintenant, on va essayer de découper cette zone, de trouver 3 parties différentes. La première est tout en bas, elle part du périnée au pubis, et on essaye de la contracter en premier à l'expiration. Ensuite, la zone autour du nombril. Et ensuite, la partie qui monte jusqu'au début des côtes. Vous avez donc divisé votre ventre entre 3 parties. Et à l'expiration, on part d'en bas, ça part du périnée. On compresse cette première zone, cette deuxième zone et cette troisième zone. Et à l'inspiration, on va essayer de partir aussi d'en bas. Donc on relâche la première zone, la deuxième zone et la troisième zone. J'expire, première zone, deuxième zone, troisième zone. Et j'inspire, première zone, deuxième zone, troisième zone. J'expire, ça part d'en bas. Et petit à petit, j'essaye d'isoler de plus en plus chaque zone du ventre. Je pars toujours d'en bas. On peut revenir à une respiration normale, relâcher les mains et doucement ouvrir les yeux. Donc ce petit exercice, ça permet juste de revenir dedans, de se reconnecter à la fois avec son corps, avec sa respiration. Le premier, c'est tout simplement pour sentir son énergie. Alors l'énergie, c'est un mot qui peut être traduit en plein de choses. Ça peut être le chi, ça peut être
le prana en yoga. Chaque pratique a des mots différents. Peut-être qu'on on le sent pas ou peut-être qu'on l'imagine. Peu importe, vous mettez votre attention dessus. C'est comme quand on apprend à lire. Au début, on devine un peu les notes ou même en solfège, on devine un peu, on dit un peu au hasard, peut-être même qu'on les imagine. Puis petit à petit, on affine notre capacité à avoir ces sensations-là et les identifier. Et pour ça, il faut être reconnecté dedans plutôt que dehors. Donc ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie, c'était reconnecter avec une respiration qui se fait déjà dans le bon sens, c'est-à-dire en gonflant le ventre, surtout dans notre société. Aujourd'hui, on veut toujours avoir le ventre plat. On veut avoir des belles photos, avoir l'impression qu'on est tout fin. Et finalement, on a oublié le sens de la respiration. On a beaucoup d'élèves qui respirent à l'envers. Donc ça, c'est important. Quand on respire, on gonfle le ventre. Ça laisse de la place pour les organes pour descendre. Et donc, le diaphragme peut s'ouvrir correctement et remplir le bas des poumons. Les poumons, c'est un triangle. On veut utiliser un maximum le bas puisque c'est là où il y a le plus de surface. Et en expirant, bien en contractant. Et contracter comme ça en décomposant, ça permet de sentir ces organes, ça permet de ressentir les muscles nécessaires à faire ce mouvement, de les refaire travailler en bon ordre et de ce fait, pouvoir bien sentir ces sensations de faim, par exemple, et souvent qui disparaissent assez rapidement. Peut-être qu'on a quelque chose qui a suscité une émotion, qui a suscité un moment où est-ce qu'il faut que je mange maintenant, peut-être pour autre chose, à cause d'une nouvelle, à cause d'une pensée. Et finalement, est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que je ne passerai pas 2 minutes à respirer, sentir, me reconnecter avec ces muscles? Et est-ce que c'est vraiment la faim qui est là? Et si oui, très bien. Je peux aller en conscience, je peux aller en sachant que c'est le moment pour moi, il faut que je m'alimente. Donc voilà un petit exercice qui permet de faire ce travail-là. Super. Merci Adrien. Et même si c'est non, d'ailleurs, même si je n'ai pas faim mais que j'ai envie de manger, en fait, on répertorie 2 grands types de faim. Alors, il y a des courants, le docteur Chosenbey en a répertorié 9 types de faim, mais aujourd'hui, je vais vous en donner que 2. On a en fait la faim, tout simplement la faim physiologique. Moi, je la nomme en tout cas comme ça. C'est votre sensation de faim. Je mange pour répondre à un besoin énergétique. D'accord ? L'exemple qui va plus vous parler, j'ai fait une grosse matinée de sport, je rentre, j'ai faim, on ne se pose même pas 10 000 questions, je passe à table. Voilà. Et à côté, on a la faim émotionnelle. La faim émotionnelle, c'est une faim dans notre société dont on parle très peu, bien qu'on commence justement à la vulgariser et à l'expliquer. En tout cas, c'est une faim qu'on met de côté et qu'on n'assume pas d'une partie. Mais la faim émotionnelle, elle existe, d'accord ? La faim émotionnelle, c'est tout simplement ce qu'Adrien vient d'exposer. J'ai une pensée, j'ai une émotion qui survient. Ça peut être, en exemple, je ne sais pas, on est en confinement, donc je passe mon après-midi sur le canapé et puis c'est l'heure du goûter, j'ai pas faim, mais je m'ennuie. Et puis dans mon chemin de pensée, non, goûter c'est pour les enfants, ce serait pas bien de goûter, ça fait prendre du poids. Et puis bon, la diététicienne en plus elle a dit qu'il fallait manger quand j'avais faim. Donc là, la faim devient une règle, c'est là où je vous disais ça. Donc la diététicienne a dit qu'il fallait que je mange quand j'ai faim, mais là j'identifie que j'ai pas faim. Bon, j'ai envie de manger, j'ai envie de chocolat. Il y a une émotion, un stress qui se crée, qui peut être palpable. Je ne sais pas si certains se reconnaissent dans ce genre-là, mais en tout cas, ça peut se créer une émotion. Et quand on a une émotion, la respiration permet en fait de reconnecter. C'est un ancrage. Ça permet déjà de distancer l'émotion et de distancer sa pensée. Et le fait de la distancer, vous voyez, il y a un mouvement de recul. Elle n'est plus là, mais elle est déjà là. Vous voyez, tout simplement, on écrit sur la main je suis grosse ou je suis con. Hein. Je la mets là, je ne vois que ça. Je vois que je suis con. Merde, putain, je suis con. Je mets ma main ici, je vois je suis con, certes, mais je vois aussi tout ce qu'il y a autour de moi. Donc là, je vois ma cuisine, je vois des possibilités autres. Vous voyez, que le je suis con. Ouais, je suis peut-être con, mais il y a peut-être aussi autre chose.
Vous voyez? Donc, en fait, prendre de la distance avec une pensée, c'est déjà s'en détacher. Il faut savoir que quand on a une pensée, enfin, déjà, une pensée n'est pas un fait, ça, il faut le savoir. Et quand on a une émotion, l'émotion va souvent engendrer un comportement, une action. Donc, prendre de la distance et reconnecter avec sa respiration, et donc la respiration vraiment ventrale, ça va permettre de prendre de la distance. Ok, qu'est-ce qui se passe en moi? On essaye d'identifier l'émotion. Ça peut être une sensation de chaud, ça peut être des mots, si vous verbalisez très bien ça. Ça peut être une sensation de chaud, ou d'ailleurs une sensation de froid. Ça peut être un endroit dans mon corps, ça peut être une boule ici, ça peut être dans la tête, ça peut être un tremblement, ça peut être n'importe quoi. L'identifier, pourquoi pas, mais si on n'arrive pas à l'identifier, ok, quels choix, quelles actions s'ouvrent à moi? J'ai l'option de manger du chocolat. Ok, alors manger du chocolat, ok, et si la tête elle est ok, et si le corps il est ok, bah on fonce, ça va pas poser de problème. Il y a l'option appeler quelqu'un pour se distraire, pour passer un bon moment. Il y a l'option faire du sport aussi, par exemple, une activité physique. Il y a l'option regarder une série. En tout cas, il y a 1000 options. 1000 options pour vous correspondre. Mais vous avez toujours une ouverture. Vous n'avez pas qu'une direction. D'accord? Donc, c'est vraiment, dans un premier temps, j'ai une pensée négative, je ressens une faim émotionnelle. À quoi elle correspond? Bah là, ouais, je m'ennuie, je sens que ce morceau de chocolat va m'apaiser, il va me faire du bien. Et je suis OK avec ça. Et ben, je mange mon chocolat. Voilà. Et personne ne sera là pour vous juger. C'est vous, en fait, votre propre juge. Donc, c'est plus ça. C'est mettre de côté un petit peu votre coach là, qui est là, votre petit démon là, qui est à côté, et qui vous juge en permanence et qui vient vous dire non, c'est mal. Voilà, prenez de la distance avec lui. Et finalement, vous avez plein de choix. C'est génial parce que vraiment, en fait, tu pourrais donner les cours de méditation avec nous au studio parce que c'est la même chose. Là, c'est le cas particulier de la faim. Ouais. Mais ça marche pour tout. Alors, la faim, ce qui est particulier, c'est qu'il y a à la fois le besoin physique et le besoin émotionnel. Donc, il faut apprendre à séparer les deux. Mais sur les émotions d'elles-mêmes, par elles-mêmes, c'est le même travail qu'on fait. D'ailleurs, le langage populaire reflète bien ça. Avoir le ventre serré, noué, c'est ça. Être bouche bée de peur, de surprise, on coupe la respiration. Donc revenir à sa respiration, reprendre le contrôle de son système nerveux, parce que dans le côté, s'il y a le côté énergétique évidemment, mais le côté physique, c'est ça qu'on fait. Le nerf vagal passe à travers le diaphragme, recontrôler sa respiration, souffler doucement, c'est masser le nerf vagal, c'est recalmer le système. Donc calmer le système, ça permet de sortir d'un mode de panique plus ou moins avancé, mais un stress, c'est ça, un stress, ça peut être positif ou négatif, c'est une petite panique. Et donc sortir de ce mode-là et de pouvoir reconnecter avec ces sensations, parce que ce stress-là, il bloque ces sensations, reconnecter avec ces sensations et du coup pouvoir repartir sur voilà, quel type de faim j'ai, qu'est-ce que mon corps a besoin maintenant. Donc c'est la même pratique qu'on a quand on ressent une émotion, souvent négatif, parce que c'est celle qu'on veut un peu, un peu distancer, mais en vrai, toutes les émotions, ça permet finalement de prendre un peu de distance et de savourer les moments. D'ailleurs, c'est marrant, savourer d'une manière un peu plus différente, de ne pas être omnubilé, de ne pas être complètement plongé dedans sans rien voir, justement, mais pouvoir avoir la distance et de savourer les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire les atténuer, peut-être pas si grave quand c'est négatif, et c'est pas aussi complètement fou quand c'est positif, parce que ça marche dans les deux sens. Et voilà, et savourer encore mieux ce qui se passe au long de la journée. Euh, je crois que je ne sais pas si tu veux déjà basculer sur le point suivant, mais tu peux parler peut-être un peu sur la conservation des aliments, si tu veux parler toujours un peu de cette prise de poids. Alors, juste avant, je voulais rebondir sur quelque chose. Pour ceux qui ont des enfants, prenez exemple sur vos enfants. Pour moi, un enfant, il a un comportement alimentaire inné. Et même, du coup, en fait, en vrai, on a un comportement alimentaire qui est inné, qui est là. Vous prenez un enfant en bas âge, vraiment bas âge. Alors, on oublie le caractère de son enfant qui vous dit qu'il n'aime pas les légumes ou quoi que ce soit. Mais on prend un enfant.
Un enfant, quand il a faim, il va tout simplement se manifester, il va se mettre à pleurer pour les plus petits parce qu'il va avoir mal au ventre. D'accord? Quand il n'a plus faim, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va y avoir un désintérêt pour l'alimentation. S'il est vraiment petit, ben, il va contourner le sein de sa maman ou le biberon, il va vous le pousser. S'il est un peu plus grand, il va jouer avec sa nourriture, il va commencer à jouer et là, vous allez l'engueuler parce que ça devient sale, qui ne fait pas, voilà. Mais en tout cas, le comportement de base d'un enfant est vraiment ça, c'est je mange quand j'ai faim. Et d'ailleurs, quand un enfant a faim, on ne se pose pas la question alors si dans l'éducation on vient lui apprendre qu'il y a des heures pour manger, hein, là-dessus d'accord, mais si vraiment vous vous rendez compte que votre enfant n'a pas assez mangé le midi, n'importe quelle heure qui sera, vous allez lui dire ok, si vraiment il revient à la charge 2-3 fois, vous allez lui donner à manger. Et bien prenez exemple sur le comportement de vos enfants, ils vous en apprendront en tout cas beaucoup. Finalement c'est l'éducation qui vient après, qui transforme notre manière de nous alimenter. Et tout, un peu, tout ce qu'on lit dans la presse, dans les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit. Donc, en fait, c'est quelque chose de très inné, manger. Et voilà. Et l'envie de manger aussi. Donc, reconnecter à ça et prenez exemple sur vos enfants, ça peut un petit peu aider. Donc, pour tout ce qui est maintenant sur les courses, la conservation des aliments, alors, pour cette période de confinement, comment faire un petit peu justement, il y a un peu, comme je vous disais tout au début, il y a un peu une sorte de restriction des libertés et donc il y a eu on a un peu peur de la pénurie, on a un peur qui est du manque, et la peur du manque crée des compulsions aussi alimentaires. Donc ça, c'était pour parler un petit peu d'avant. Mais globalement, moi, j'invite vraiment à continuer à faire vos courses une fois par semaine si c'était votre rythme, ou voilà, toutes les 2 semaines. Voilà. Soyez précautionneux quand vous allez faire votre course, de bien vous laver les mains, de faire attention, de bien vous laver les mains en rentrant, d'essuyer vos courses, si c'est par exemple du sec comme, je ne sais pas moi, un paquet de pâtes, les conserves, et essayer voilà, de les laver, les légumes avant de les mettre dans le frigo. Lavez-les. Alors, je sais que ça peut faire très contrôle plus, mais il vaut peut-être mieux prévenir actuellement que guérir, j'ai envie de dire. Donc, essayez de vraiment adopter ces gestes simples et qui sont vraiment des gestes barrières à mon sens. Voilà, de ne pas vous toucher le visage quand vous allez aux courses. Attachez-vous les cheveux pour les femmes pour éviter que ça vous gratte, que vous ayez un petit cheveu qui vient vous gratter. Vous attachez les cheveux et vous allez à vos courses. Je rappelle aussi que le virus ne va pas vous sauter dessus. Donc, si vous n'avez pas d'échange très proche avec quelqu'un qui ne vous postillonne pas dessus, il n'y a pas de risque que ça vous saute à la bouche. Donc, pas nécessairement besoin de porter un masque. Juste, du coup, ne pas porter vos mains à votre visage, tout simplement. Voilà. Pour tout ce qui est courses, donc pour moi, l'essentiel, c'est de continuer de faire comme d'habitude, de cuisiner du frais le plus possible, éviter de faire trop de stock. Je pense qu'en termes d'aliments à conseiller, je pars sur les fruits et les légumes frais pour l'apport en vitamines, en minéraux qu'ils apportent, essentiel du coup pour toute la flore intestinale et la flore bactérienne au niveau intestinal que ça va venir nourrir, et donc que ça va booster un petit peu, en tout cas ça va permettre à votre immunité de mieux combattre si jamais vous avez le virus. Les légumineuses, donc lentilles, pois cassés, pois chiches, haricots rouges, haricots blancs. C'est des aliments pour moi qui sont hyper intéressants parce qu'ils sont riches en fibres, donc des fibres prébiotiques, donc pareil, qui participent à nourrir votre flore intestinale. Et en plus, ils contiennent un petit peu de sucre, donc ça fait aussi office de féculents, et des protéines végétales. Donc en fait, dans des légumineuses, c'est un peu magique, il y a un petit peu de tout. Donc c'est très intéressant. Continuez d'essayer de varier en fait votre alimentation. En plus, là, on est au mois d'avril, on est au printemps, si je ne me trompe pas. Et donc, on est en pleine explosion en termes de végétaux, de richesse, et tirer parti de toute cette richesse en termes de vitamines, de minéraux que la nature nous offre, parce que c'est un vrai cadeau. Donc, continuez à aller faire les marchés, à faire vivre les producteurs locaux. Sur Annecy, il y a vraiment des bonnes initiatives, en tout cas, qui ont été créées, je trouve. Donc, il reste encore 2 marchés sur Annecy.
les Pau-Marie, même 3, Vaugelas et les TEP, enfin Novelles. Voilà. Après, si vous allez en supermarché, prenez les fruits et légumes frais. Plutôt, on a tendance à privilégier le bio, hein, dans ce cas-là. Bien que c'est pas Vaugelas le mardi et le vendredi, me dit-on. Parfait. J'ai en plus même les. Ça, c'est top. Ok. Et Donc, moi, j'ai une petite question, je suis désolé, je te coupe. On essaie de faire, par chez nous, on n'a pas trop de marché, puis ouais, on a fait un peu de stock de congèle, faut ouais. l'avouer. Euh, comment on gère un peu ça, tout ce qui est aliments congelés? Après, tu vois, on a fait un peu des courses de frais, puis pour éviter de retourner, j'ai pris un Ouais, peu plus de quantité que d'habitude pour pouvoir ouais. congeler. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors, la surgélation, enfin, en tout cas, en termes de méthode de conservation des aliments, ce sera la meilleure par rapport à, à tout ce qui est boîte de conserve. Tout simplement parce que si vous prenez des légumes en surgelé, il n'y aura pas d'ajout, sauf si vous prenez des légumes avec des sauces, mais il n'y aura pas d'ajout de sauce, il n'y aura pas d'ajout d'additifs, il n'y aura pas d'ajout de conservateurs. Donc, vous serez vraiment sur un produit brut qui a juste subi une transformation mécanique, d'accord? Donc, physique plutôt. Et donc, du coup, on a une préservation des nutriments qui est optimale. Le seul truc qu'il faut faire, enfin, la seule chose dont il faut faire attention, c'est de ne pas décongeler et recongeler. Parce que derrière, on a un développement bactériologique qui est bien plus risqué, bien plus important, tout simplement parce que la congélation, ça stoppe l'activité cellulaire, tout simplement. D'accord? Ça vient figer à l'instant T et quand on décongèle, ça reprend. Et ça reprend et ça redéveloppe des bactéries. Donc, si vous recongelez un aliment, vous aurez déjà 2 fois plus de bactéries développées. Et ce sera, enfin voilà, il y a vraiment des risques en tout cas au niveau sanitaire de décongeler, recongeler, décongeler, recongeler. Donc on le fait qu'une seule fois, on congèle, on décongèle. Je trouve que, par exemple, Adrien, soit vous achetez du surgelé déjà tout prêt, donc des légumes bruts que vous avez en surgelé, soit sinon l'autre option, c'est de cuisiner vos propres plats en grande quantité que vous mettez au congèle pour pouvoir consommer au fur et à mesure et éviter du coup d'aller aux courses trop régulièrement. Là-dessus, c'est clair que ouais, c'est un gain de temps, je pense assez intéressant. Et en plus, vous aurez une cuisine maison. Donc, l'avantage de la cuisine maison, c'est que vous contrôlez complètement ce que vous mettez dans vos plats. Donc, l'ajout d'additifs, l'ajout de gras, l'ajout de sel. Voilà. Voilà ce qui est de mon point de vue, en tout cas. Et je voulais, non, c'est tout bon. Fruits et légumes pour l'apport en vitamines et minéraux. Après, on garde une assiette constituée normalement. Donc, pour moi, ce sera d'avoir un apport en protéines, végétales ou animales, en fonction voilà, de vos aspirations et de vos préférences. Des fruits, une portion de légumes, on essaye quand même d'avoir une crudité par repas. Donc, soit un fruit cru en dessert, soit un légume cru en entrée, pour l'apport en vitamines et minéraux qu'on peut perdre en cuisson. D'accord? Et une source du coup de glucides complexes, de féculents, d'apport en énergie. D'accord? Donc là, cette quantité-là, finalement, c'est celle-là qui va être fonction de votre appétit. D'accord? C'est j'ai pas très faim, j'ai pas fait grand-chose de ma journée. Y a-t-il une nécessité de se faire un plat de pâtes ce soir? Voilà, là, c'est à vous d'en juger. Peut-être que vous avez très envie de pâtes et dans ce cas-là, je vous encourage à assouvir votre envie de pâtes. Mais voilà, c'est vous poser la question et pendant votre repas, de vous dire, OK, mon rassasiement, où il en est. Alors, le rassasiement, c'est quelque chose qui est très compliqué de travailler, mais ça se travaille et on peut le ressentir. Mais voilà pour ce qui est de la qualité, pour faire bref, nutritionnelle à essayer d'avoir actuellement. En tout cas, éviter tout ce qui est plat tout fait, il n'y aura aucun intérêt. Il n'y aura pas de pénurie en France parce qu'on a, je dis ça, en tout cas, moi, c'est ce que je lis et ce que j'ose croire et ce que j'espère au plus profond de moi. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de pénurie en France. On a on est un pays qui est producteur, donc très peu d'importations pour notre cas.
Donc, pas de souci, vous pouvez aller faire vos courses sereinement en essayant de trouver des horaires où il n'y a pas trop de monde. C'est surtout ça, là, c'est le temps d'attente qui est plutôt pénible, mais là, j'ai pas d'astuce parce que je suis dans le même cas que vous. Donc, voilà. Et j'avais une autre petite question aussi. Si on a besoin de grignoter, moi je prends mon cas personnel, dans la journée, je continue de travailler à distance. J'ai des moments plus ou moins stressants, etc. Et voilà, j'ai envie de grignoter et des fois je ne peux pas toujours le contrôler, même en faisant mes exercices de respiration, etc. Est-ce que, enfin déjà, grignoter versus les repas bien établis. Et en plus de ça, si je grignote, est-ce que tu as deux, trois recommandations sur qu'est-ce qu'est le moindre mal quelque part? Ouais, alors, comment dire alors, ce sera surtout fonction de ton envie, j'ai envie de dire. En termes de structure, par exemple, peut-être que pour ceux qui ressentent une envie de manger dans l'après-midi ou dans le matin, se dire que vous dédiez à un moment une vraie collation, que vous dites « Ok, bah, je sens que j'en ai besoin » et on fait au jour le jour. Peut-être qu'aujourd'hui, vous en ressentez le besoin et demain, vous n'en ressentirez pas le besoin. Mais de se dire qu'il y aura un temps dans la matinée dédié à ça et que c'est OK. Déjà, d'être sûr que vous soyez en accord avec vous-même à l'idée, en fait, de grignoter entre les repas, tout simplement. Déjà, il y a ça. Et ensuite, en termes de qualité, un fruit, ce serait intéressant, par exemple, mais ça va être aussi fonction de ton envie du moment. Un fruit, tu manges un fruit, mais tu as envie de chocolat, et ben, tu vois, le risque, c'est que derrière, tu vas manger ton fruit, mais tu as toujours ton envie de chocolat, donc tu vas manger un morceau de pain, et j'ai toujours mon envie de chocolat, donc je vais manger, je sais pas moi, des amandes parce que c'est sain, mais j'ai encore envie de chocolat, et au final, en termes de quantité, tu auras mangé 2 fois plus que ton chocolat. Ok, donc c'est voir si vraiment ton envie de manger, elle est vraiment émotionnelle et dans ce cas-là, tu as vraiment un besoin d'assouvir ce besoin de chocolat et que c'est ok. Ou est-ce que du coup, fais l'expérience en fait de est-ce que mon fruit va me satisfaire pleinement. Je vous donne juste une citation que j'ai beaucoup aimée de Lévi-Strauss qui dit « Pour qu'un aliment soit bon à manger, il faut avant tout qu'il soit bon à penser ». Donc c'est-à-dire aussi qu'il y a une notion de quand on se nourrit, c'est pas que nourrir le corps, mais c'est aussi nourrir sa tête. Donc, c'est être en accord entre les deux. D'accord? Mais en termes, pour revenir à ta demande, en termes d'aliments entre guillemets sains, parce que pour moi, un aliment n'est jamais totalement sain. Vous mangez 1 kilo de fruits dans la journée, je vais vous dire, bah non, c'est pas bon. Vous voyez? Vous en mangez 3, ok, c'est ok. Vous mangez 1 kilo d'amandes, ce sera la même chose. Tout dépend de la quantité consommée, du rapport que vous avez avec l'aliment. Et je sais pas, tout simplement, je vous prends un fruit, il y a des vitamines, des minéraux, c'est très bon pour votre santé, mais il y a aussi du fructose, c'est métabolisé par le foie et c'est pas hyper bon. Vous voyez? Donc il y a toujours, et vous prenez un fruit qui n'a pas été, comment dire, qui a reçu pas mal de pesticides, vous le mangez avec la peau, il y a aussi du négatif. Donc dans tout, et dans l'alimentation, ça c'est très important dans vos choix alimentaires, dites-vous que ça dépend de la quantité, mais aussi qu'il y a du bon et qu'il y a du mauvais. Donc, on varie son alimentation et on varie les sources et on suit les saisons. Donc, je dirais un fruit, des graines oléagineuses, je trouve ça toujours intéressant parce que c'est un apport en acides gras notamment qui est très intéressant et très bon pour le corps. Donc, amandes, noisettes, noix de Brésil, noix de macadamia, ainsi de suite. Des petits fruits secs, ça peut être aussi très intéressant, mais très concentré en nutriments, les fruits secs. Donc, du coup, très, très riche aussi. Ça peut être du pain avec du chocolat et un fruit, ça fait très bien le boulot aussi. Voilà, il y a pas, voilà. On essaye quand même d'avoir au moins 2 composantes, tout simplement, et on essaye de voir si ça a répondu à notre besoin du corps et de notre tête, et de vivre en fait ces moments-là comme des expériences et de se dire que c'est un apprentissage. Voilà. Je vais peut-être rebondir, si c'est OK pour toi, là-dessus, sur le côté, en fait, ce que tu viens de dire, d'avoir cette double nutrition, cette nutrition à la fois physique et cette nutrition un peu
énergétique, pas vraiment mentale, mais on va dire mentale, consciente en tout cas. Ouais. Et j'en profite pour parler un peu de méditation. Il y a beaucoup d'idées préconçues dans la méditation, par exemple celle que ça sert à arrêter de penser. Si vous voulez arrêter de penser, je vous souhaite un bon courage. Ça va prendre beaucoup de pratique et puis finalement, ça serait bête quand même d'arrêter de penser, c'est un bel outil. Mais c'est plutôt plus d'y voir clair. C'est une métaphore qu'on utilise souvent, c'est une métaphore de la météo. C'est qu'au lieu d'être orageux, repasser à un temps un peu plus calme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nuages, ça veut dire que les choses sont un peu plus lisses, un peu plus posées. On dit souvent aussi qu'au lieu d'avoir une tempête en mer avec beaucoup de vagues, c'est d'avoir une mer qui est un peu plus lisse. Alors, il y a toujours du clapotis, il y a toujours de l'eau, c'est toujours la mer, mais le temps est un peu plus tranquille, c'est peut-être une petite housse, houle douce qui est là. Et pour faire ça, et ça c'est un peu le deuxième cliché de la méditation, on n'a pas besoin d'être assis en lotus complet à côté d'une chute d'eau en Inde. Donc ça c'est vraiment, même assis, on peut le faire, la méditation, ça peut être assis sur une chaise, c'est très bien d'ailleurs. Moi je fais la plupart du temps assis sur une chaise. Ça peut être assis sur un canapé, le dos droit. On veut que notre attention soit toujours disponible. Donc, on veut éviter des positions où on aura tendance peut-être à s'assoupir plus, allongé ou collé contre un mur, etc. Même assis, on veut quelque chose qui maintient notre conscience active. Et si on perd cette conscience, si on s'assoupit un peu, on va peut-être perdre un équilibre et revenir dans un mode un peu plus conscient. Donc ça, c'est un peu les points importants, la position et le fait qu'on essaye plus de se calmer. On commence par de la concentration. La porte de la méditation, c'est la concentration. Ça peut être sur vos sensations physiques, ça peut être sur ce que vous entendez, ça peut être sur votre respiration. Se concentrer sur un élément et le vivre pleinement. C'est-à-dire que quand je respire, je vais sentir l'air frais qui rentre dans le nez, je vais sentir les volumes d'air qui se créent dans mes narines, je vais sentir l'air qui assèche ma gorge en descendant, je vais sentir mes poumons qui se gonflent. Ensuite, peut-être que je vais sentir les différentes parties de mes poumons qui se gonflent et je rajoute des sensations au fur et à mesure pour ne pas laisser de la place justement à ces nuages, à ces petites pensées qui vont revenir. Donc, si je vois que j'ai une pensée qui est venue, c'est pas grave. Je commence pas un jugement, encore une fois. Une pensée est venue, déjà je la vois, je sais qu'elle est là, et puis je reviens à ce que j'étais en train de faire. Je reviens par exemple à ma respiration. Et quand on s'ennuie, même dans cet exercice, une fois que bon, ça fait 10 fois que je sens mon air frais qui rentre dans le nez, ok, je rajoute des détails pour rajouter un peu de l'intérêt pour garder ma concentration. Alors je vais rajouter peut-être ces zones du ventre que l'on a fait. Je vais peut-être rajouter les muscles intercostaux qui s'écartent. Je vais peut-être rajouter ma sensation dans le dos, parce que quand on respire, ça pousse aussi dans le dos, les poumons. Et je rajoute au fur et à mesure des détails pour maintenir, pour captiver toute ma concentration. Et on n'y arrivera pas. Parce que ça ne fait pas 50 ans qu'on fait de la méditation, on ne fait pas ça tous les jours. On n'y arrivera pas, on aura des pensées qui viennent. Et ce n'est pas grave. Le but, ce qu'on va éviter, c'est juste de s'enfoncer dans ces pensées et repartir, les nourrir avec notre concentration et repartir dans une réflexion sur qu'est-ce qui se passe, le confinement ou ceci ou cela, mais revenir à notre respiration. C'est ça, reprendre le contrôle finalement et reprendre de la perspective sur ces éléments-là. Donc ça, c'est un point. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire pendant de la méditation? Vous pouvez en trouver beaucoup si c'est trop dur de le faire en silence. Alors, il n'y a jamais vraiment de silence, donc utilisez ce que vous entendez. Utilisez les bruits des oiseaux, utilisez vos voisins à côté qui se crient dessus. Tout est utilisable. Parce que si vous pouvez en faire un élément de méditation, c'est plus un élément négatif. Un élément, il n'est pas négatif ou positif, il fait sa vie. C'est votre réaction à cet élément-là vous avez le contrôle sur votre réaction. D'accord? De la même manière, donc, comme tu le disais exactement sur la nourriture, un élément peut être positif ou négatif selon aussi comment on réagit. Les allergies,
C'est un élément qui peut être tout à fait non toxique et on peut être allergique à cet élément. Donc, on a ce même aspect au niveau de méditation. On essaye de regarder les éléments pour ce qu'ils sont. On dit souvent qu'on nettoie les lunettes pour ce qu'ils sont. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais ça permet de les voir pour ce qu'ils sont et puis souvent de diminuer l'importance qu'ils ont pour nous. Comme par exemple le confinement. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? On est en bonne santé finalement à la maison. Est-ce que ce n'est pas une expérience qui nous permet de générer quelque chose de positif? Ouais. Je rebondis sur ce que tu dis, un exercice très simple en méditation de base et du coup sur accepter tout ce qui se passe et peut-être, je pense que c'est un exercice pour moi qui, je trouve, permet vraiment de couper les pensées. Ça s'appelle l'exercice du mélomane, en tout cas moi dans la méthode que j'ai vue avec Jacques Fradin. Et cet exercice du mélomane, c'est tout simplement, on ferme nos yeux, donc on prend une position quand même confortable où on peut se tenir droit. Donc, je vous invite vraiment à fermer les yeux et à écouter tous les sons qui vous entourent comme si c'était une symphonie, comme si c'était une musique. Donc, en fait, on prend vraiment le temps d'écouter tout ce qui se passe autour de nous, même les bruits qui nous dérangent. Je ne sais pas, une voiture qui passe, ça peut être quelqu'un qui se mouche, un enfant qui crie. Et vraiment de tout analyser comme s'ils étaient sur un même tableau. Comme si c'était une symphonie, comme si c'était une musique, tout simplement. Et ça permet vraiment de prendre en compte tout l'environnement et du coup, on est focalisé sur les bruits qui nous entourent et ça occupe toute notre pensée finalement d'aller chercher même le bruit le plus lointain ou le bruit le plus proche de nous, qui est finalement notre respiration. Mais du coup, ça permet d'ouvrir l'esprit et de décrocher. Voilà. Et ça, c'est vraiment un exercice très, très simple qui prend très peu de temps et vous le faites sur 1-2 respirations. Ok, et là, j'ai reconnecté avec l'instant présent et je continue ma journée. Super, Voilà. ouais. Nous, on commence les méditations de manière en général comme ça, c'est-à-dire qu'on part de l'extérieur pour venir se recentrer. Donc, l'extérieur, c'est les bruits, notamment les sensations physiques aussi, sentir la température qu'il fait dans la pièce, sentir nos muscles selon la position dans laquelle on est, ceux qui sont contractés, relâchés. Est-ce que peut-être on peut relâcher certaines choses donc on n'a pas besoin à ce moment-là? Donc ça, et petit à petit, on revient vers notre respiration et après, on peut avancer dans des techniques un peu plus avancées. Je vais rapidement répondre à la question que j'ai vue sur quelle est la durée moyenne et profitable de méditation. Alors, commencez 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Vous allez voir que c'est des expériences différentes. Alors, 1 ou 2 minutes, ça va être en recentrage. Ça va être reprendre sa respiration, poser. Voilà, ça va permettre de ralentir le corps et c'est déjà excellent. Personnellement, moi qui travaille beaucoup sur l'ordinateur, surtout en ce moment, j'ai une petite alarme qui sonne toutes les heures. Et quoi que je fasse, je prends ce moment, je lâche tout ce que je suis en train de faire, je m'assois et je prends 5 respirations tranquillement. Et après, je repars dans ce que je suis en train de faire. Et ça permet, finalement, vous savez, au cours de la journée, surtout avec la fatigue, on s'enfonce un peu dans cet état de suractivité, de questionnement dans le travail, il faut être efficace. C'est juste un petit rappel. Ah, je me rappelle que finalement, je suis juste là, assis tranquillement, il n'y a pas de souci. Et puis, je reprends ce que je suis en train de faire. Ça permet de maintenir une certaine conscience durant la journée. Et ensuite, ça peut aller sur des séances plus longues. En classe, c'est en 45 minutes. Et puis, petit à petit, vous allez voir des sensations différentes. Mais le but, c'est pas de se forcer, encore une fois. C'est pas de se dire, ah ben là, allez, je vais faire 1h30, je vais faire 2 heures, 5 heures, 6 heures. C'est de trouver quelque chose qui est bénéfique pour vous. Et puis, peut-être essayer de dire, ah ben là, c'est un peu plus dur, mon esprit résiste. Est-ce que je peux faire un peu plus longtemps? Et puis peut-être pas. Et puis, je passe à autre chose. Donc ça, c'est la première partie de ma réponse. La deuxième partie, c'est sur comment et quand méditer. Aujourd'hui, on a beaucoup de temps. Donc, c'est facile, plus facile en tout cas, de poser un temps prédéfini dans la journée. D'ailleurs, comme on le fait pour la nourriture. Mais on peut méditer 24 heures sur 24 en ayant une vie, presque 24 heures, on va dire la partie où on n'est pas endormi, en ayant une vie occidentale. Tout peut être méditatif, en tout cas fait en pleine conscience. On parlait de la nourriture, je vais prendre du coup cet exemple-là pour que ça soit un peu connecté. La prochaine fois que vous avez un petit creux et vous voulez manger une pomme, à partir du moment où vous décidez que vous allez manger cette pomme,
allez vers votre cuisine en sentant chaque pas que vous faites vers cette cuisine. On met notre poids sous un triangle, c'est un peu comme les mains, les pieds, et le poids se met en premier sur le derrière du pied, ensuite sur les deux points ici. Sentez ça sur votre pied gauche et ensuite sur votre pied droit. Comment ce poids s'équilibre? Quelle est cette énergie qui se transforme en mouvement? Sentez le mouvement peut-être dans vos genoux, dans vos hanches. Qu'est-ce que font vos mains en même temps? Est-ce que vous savez où sont vos mains quand vous marchez? Et une fois que vous tendez le bras pour attraper cette pomme, sentez le mouvement dans l'épaule. Comment vous compensez ce changement d'équilibre avec peut-être votre autre bras. Et au moment où vous attrapez cette pomme, sentez, allez-y doucement, et sentez la texture de la pomme. Est-ce qu'elle correspond au visuel que vous avez? Est-ce que cette pomme, elle est lourde ou est-ce que cette pomme, elle est légère? Ensuite, vous allez peut-être prendre un couteau ou quelque chose pour l'éplucher. Sentez la résistance au moment où vous l'épluchez. Est-ce qu'il y a une odeur en enlevant la peau qui vient au nez? Quelle est la forme de la limite entre la peau et la peau qui a été épluchée? Ensuite, vous allez couper votre pomme quand vous la croquez. Sentez la pomme qui va pousser un peu les gencives quand vous plantez vos dents dedans. Écoutez le bruit que la pomme fait au moment où elle va casser ou vous la croquez. Et quand vous l'avalez, sentez cette pomme descendre le long de votre corps. Et là, c'est de la méditation. Et on peut faire ça toute la journée. Alors, ce n'est pas toujours possible, mais on peut le faire pour plein de choses. Et ça permet de ne pas bloquer un temps supplémentaire. On ne l'aura peut-être pas après le confinement, on ne l'a peut-être pas parce que si on a des journées très denses, mais c'est toujours possible. Et vous allez voir qu'automatiquement, en faisant ça, la respiration aussi est plus consciente puisqu'on est connecté avec nos sensations et le rythme du corps va aussi se calmer. Et vous pouvez aussi utiliser des choses dans votre maison, par exemple, et s'il y a une porte que vous passez très souvent, je ne sais pas, la porte de votre salon, chaque fois que vous ouvrez la porte, vous essayez de le faire avec la main opposée à la dernière fois. Et donc, ça permet encore une fois de revenir à quelque chose de conscient. À la dernière fois, je l'ai ouvert avec la main droite. Là, je l'ouvre avec la main gauche. Donc, je me rappelle, vous allez voir ce muscle qui vous fait revenir à de la conscience va se travailler. Et chaque fois, vous allez repenser automatiquement, vous allez arriver en face de la porte, vous allez y repenser. Penser. Quand vous prenez cette… Il y a comment qu'il y a un écho? Qui a quoi? Qu'il y a un écho, j'entends. Non, il y a eu un instant, mais c'est bon. Okay. Et donc, quand vous prenez cette poignée, le poids sur la poignée, la température de cette poignée-là. Pourquoi j'ai un écho? Attendez, je vais essayer de me couper, me remettre. Si je parle, il y a un écho aussi? Non, toi, c'est bon. Non. Ah ouais, ça a disparu. C'est bon. Voilà, et sentez cette poignée. Donc, utilisez des éléments comme ça dans votre journée pour créer des moments de pleine conscience et vous allez travailler ce muscle de revenir au moment présent, de lâcher toutes ces pensées au lieu d'être un peu plus en mode automatique. Alors, il faut que j'aille à la cuisine, il faut que je fasse ça, puis en plus, il faut que je fasse ça. Et en fait, on est dans notre tête. On fait une liste d'actions qu'on a pensées et qu'on doit achever, mais on n'est pas dans la sensation du moment présent. Ça s'appelle la gestion des modes mentaux. Et donc, en fait, c'est de passer d'un mode mental automatique à un mode mental adaptatif. Et ça, c'est vraiment une gymnastique à faire. C'est qu'on fait les choses de manière routinière et tout simplement de se dire, OK, comment je peux passer en mode adaptatif? Et donc, c'est hyper intéressant ce que tu dis, mais là, ça peut prendre des heures. Mais je trouve ça, c'est super. Et c'est vraiment des choses tout simples. Chaque fois que vous faites vos lacets, faites-les avec minutie. Ça ne veut pas dire de prendre 1 heure pour faire votre lacet. Vous pouvez aller à la même vitesse que d'habitude. Mais sentez cette texture-là, la force que vous mettez, etc. Et ça, c'est de la méditation pure et dure. Et vous allez voir l'impact de ces exercices sur une méditation un peu plus prolongée, assise, etc. est immense. Et l'impact sur notre gestion des émotions est immense aussi. Parce que ces émotions, les émotions de manière générale, on est submergé quand on n'arrive pas et quand ce muscle est trop faible.
puisqu'on est submergé, on plonge dedans, au lieu de revenir à ses sensations, revenir au moment présent et de dire, non, mais là, je suis là, maintenant, ici, cette émotion-là, elle existe, mais ce n'est pas toute ma vie, ce n'est pas une montagne, elle est passagère. Avant, j'étais déjà là, présent sur cette émotion et elle va passer. Et ça sera un dernier point pour moi. Après, peut-être on peut passer à quelques questions, mais tout à l'heure, tu parlais des enfants. C'est aussi quelque chose dont on parle beaucoup en méditation. Les enfants vivent leurs émotions pleinement. Voilà, ils pleurent, ils rigolent, etc. Mais elles sont aussi très passagères. Donc, c'est de la même manière, le but de la méditation et de la pleine conscience, ce n'est pas de ne plus vivre d'émotions. Surtout pas. La vie serait vraiment ennuyeuse. Voilà, alors si on arrête de penser, arrête de vivre d'émotions, alors c'est fini, quoi. C'est limace complet. Le but, c'est de les vivre pleinement, d'être conscient que nous sommes en train de les vivre. Et comme la météo, que ces nuages puissent passer peut-être un peu plus rapidement au lieu d'être complètement coincés dessus, coincés en pleine tempête en permanence, d'être en tempête. Oui, il pleut, c'est la tempête, mais je sais qu'il y a un avant, je sais qu'il y a un après. Et du coup, il arrive plus rapidement, comme la fin, émotionnelle en tout cas. Exactement. Si vous avez des questions, vous pouvez vous couper soit le mettre dans le chat, soit réactiver votre micro et puis on peut répondre, que ce soit Ambre ou moi-même. J'ai une petite question nutrition. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu penses des jus à l'extracteur de jus On perd quand même le côté fibre que je trouve très intéressant dans un fruit qui a un rôle hyper important en fait dans ta constitution, tout simplement parce que il est satiétogène, enfin les fibres sont satiétogènes, donc elles permettent de réguler ta satiété. Et dans l'extracteur de jus, ce qui est bien, bon, c'est que tu auras vitamines, minéraux et le sucre. Mais du coup, tu auras cette perte en fibres finalement qui pour moi est le côté le plus intéressant de l'aliment. Okay. Parce que ça a aussi un rôle hypoglycémiant, donc qui te permet de limiter un trop gros pic de sucre dans ton sang. Voilà, ça ralentit vraiment la digestion, les fibres. Donc je trouve que c'est un peu dommage. On va essayer de manger peut-être des fibres même à côté, faire plus peut-être des jus de légumes du coup, je sais pas. Après, ça peut être un jus, par exemple, un jus par jour, ça peut être très bien. Après, si c'est dans la journée pour remplacer les fruits, je trouve en fait, ce sera juste un apport en sucre pur, tout simplement. Ok. Voilà. Ça marche. Merci. De rien. Et il y a quelqu'un qui me pose la question. Alors, je ne sais pas si la personne qui m'a posé la question, peut-être que je réponde à voix haute ou pas. Je pense qu'il n'en a pas posé. Hein. Ok, super. Je préfère m'assurer. Est-ce que c'est une bonne période, du coup, pour commencer un régime ? J'aime pas trop le terme régime. Alors, pour ma part, moi, je ne fais pas de régime, en tout cas au cabinet. On va dire que je n'ai pas déjà, pour être clair déjà pour le métier, comme ça je présente bien le métier de diététicien et je vais rendre service à pas mal de mes collègues, mais nous ne sommes pas des amaigrisologues, loin de là. Donc notre rôle ne constitue pas, notre but en fait n'est pas de faire perdre du poids à des gens, absolument pas. Moi, quelqu'un qui vient me voir qui a une demande de perte de poids, c'est ok, mais si vous voulez, je n'ai pas d'obligation de perte de poids pour lui, tout simplement. Parce que notre rôle, tout simplement pour moi, diététicien, c'est optimiser l'alimentation de la personne que j'ai en face de moi pour qu'elle colle au mieux avec ses habitudes de vie, avec sa santé et avec sa manière de penser, tout simplement. Après, est-ce que du coup, je vais transformer ta question, est-ce que c'est une bonne période pour faire un changement ? Je pense que c'est une période qui force au changement parce qu'il a fallu qu'on s'habitue très clairement. Après, pour entreprendre peut-être un changement physique, pourquoi pas si ça te permet d'avoir un déclic à ce compte-là et de te dire, voilà, là c'est un temps pour moi pour commencer peut-être une activité physique qui me plaît parce que j'ai du temps ou peut-être pour mieux cuisiner et pour faire plus attention du coup à mon alimentation, tout simplement. Et ces changements-là vont avoir un impact positif sur mon corps.
Voilà. Mais c'est différent que de se dire je me mets en restriction, je fais un régime dans le but de perdre du poids. Mais peut-être je peux revoir mon alimentation pour l'optimiser et pour faire du bien à mon corps. Et en faisant du bien à mon corps, il va y avoir des résultats s'il y a une surcharge pondérale, tout simplement. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise période? Je pense que c'est une période et du coup, ça ne va pas être durable. Il y a aussi ça, c'est qu'un jour, la vie, elle va reprendre. On ne sait pas comment elle va reprendre, mais il va avoir un rythme qui va reprendre, ça, c'en est certain. Donc, est-ce que ce que l'on va mettre en place aujourd'hui va être pérenne? Ben, finalement, c'est plus ça à vous de voir et peut-être faire des petits pas, tout simplement, de changement et de vous dire, bah, ce que je mets en place aujourd'hui, je vais pouvoir le mettre en place plus tard et m'accorder du temps pour. Et ça peut être simplement prendre le temps de cuisiner, simplement s'accorder 5 minutes de respiration ou, je sais pas, moi, se dire que mes déplacements, je les fais en vélo, tout simplement. Voilà. Mais j'espère que je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, je suis partie un peu loin. Dis-moi si c'est clair ou pas clair. Voilà. Ok, super, bon, bah, tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, récemment, j'ai trouvé une application. Donc, la question, pardon, parce que je ne sais pas si tout le monde la voit. Avez-vous des astuces du coup pour trouver des recettes de cuisine saine et rapide pour une jeune maman? J'ai découvert une application que je trouve géniale. Donc, je vous la partage. Hein. Ça s'appelle Yumiam. Je vais vous l'écrire comme ça, vous l'aurez tous. Il faut juste que j'écrive. Et du coup, tout le monde. Hop. Yumiam. Et donc, c'est une application, c'est un peu le Tinder de l'alimentation, ou le Rapid de l'alimentation. Donc, c'est super, le principe est super simple. Donc, en fait, il nous propose tout simplement de quoi as-tu envie. Donc, par exemple, je ne sais pas, là, on va arriver, il est 18h, donc on va arriver à l'apéro. Allez, apéro. Il nous demande notre budget, un temps de préparation et un niveau de difficulté, du coup, pour appliquer les recettes. Donc, ça se présente comme ça, avec des petits curseurs. Et en fait, derrière, ils vont vous lister plein de recettes. Voilà, si c'est des idées d'apéritifs, si on a envie plutôt de plats chauds ou plutôt de plats froids. Et donc, on switch à gauche ou à droite comme sur Tinder, tout simplement. Et du coup, derrière, il vous fait un choix de recettes qui a bien ciblé. Donc, moi, je trouve que cette application, elle est top. Du coup, donc moi, si jamais j'ai un compte sur Yumiam où je publie un peu des recettes, donc il est un peu maigre pour le moment, mais je profite du confinement pour l'étoffer. Et les recettes sont hyper ludiques et hyper simples. Il y a vraiment, on peut le mettre en mode paysage, on passe en mode vocal toutes les étapes de la recette. Donc, moi, je le trouve hyper bien. Après, d'autres astuces cuisine et recettes. Pour moi, ce que je trouve trop bien d'avoir dans son frigo, c'est toujours avoir une salade. Une salade que vous fassiez cuire, je ne sais pas, des féculents et que vous ayez un reste de pâtes, un reste de riz, un reste de lentilles. Vous mettez dans votre salade, vous faites une sauce, vous mettez des crudités que vous avez dans votre frigo. Là, on a les radis. On peut avoir de la betterave en ce moment, on peut avoir le fenouil. Il peut même y avoir un reste de légumes cuits. Vous mettez dans votre salade, ça passe toujours hyper bien. Vous rajoutez une boîte de maquereau ou du thon ou des œufs et vous avez un repas complet finalement sans tellement se prendre la tête. Il faut avoir un minimum de créativité, je vous l'accorde. Et dans ce cas-là, pensez par exemple aux oignons rouges, aux oignons blancs. Là, en plus, là, on a des oignons nouveaux, donc trop bien. C'est des... Bon, alors, pour la laine, c'est pas ouf, mais par contre, sur tout ce qui est immunité, c'est super. Ça va vraiment venir un petit peu booster votre immunité au niveau intestinal. Donc, très intéressant. Attention aussi parce que ça peut être des aliments crus qui peuvent être difficiles à digérer en fonction de la tolérance intestinale. Donc, ça, c'est vraiment personnel, à vous de voir. Et pensez aux aromates. Là, on a persil, on a la menthe qui revient, on a la coriandre, on en a plein. Et du coup, vous pouvez faire une sauce salade
traditionnelle. Vous mettez un jus de citron, ça vous la change. Le lendemain, vous mettez de l'amande, ça vous la change. Et le surlendemain, vous mettez de l'oignon et ça vous la change. Et en fait, je trouve que dans une salade, on s'ennuie jamais. Si on a un peu de créativité, si c'est mon conseil, avec tous les restes, et c'est parfait. Voilà. Je vais enchaîner sur la dernière question. Si jamais certains doivent y aller, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Merci à vous. La dernière question que reçue, c'était avec quoi désinfectez-vous les courses avant de les ranger? Tout simplement, alors il y a plein de produits différents, mais une goutte de javel diluée dans pas mal d'eau, c'est pas mal. Tu n'hésites pas, tu pourras compléter. Alors bien sûr, pas 3 tonnes, mais pour les fruits et légumes, c'est pas mal, ou pour rincer les packages. Juste pour important aussi en complémentaire, c'est d'enlever tout le maximum de packaging que vous pouvez, puisque ça risque d'être contaminé. Et peut-être tu veux, pour finir, compléter toi avec ton conseil là-dessus. Déjà du vinaigre blanc. Vos fruits et légumes, vous les faites tremper dans un bac de vinaigre blanc. Ça n'aura aucun impact sur votre santé. Au contraire, ça va permettre de vraiment tout enlever les impuretés et tout enlever les bactéries. Et vinaigre blanc, c'est bio et c'est sain. Et c'est bon pour la planète. Et quelques gouttes, pas une grosse quantité, quoi. Bon, du coup, on a un peu débordé, mais il y avait plein de bonnes choses. Merci beaucoup, Ambre. Est-ce que tu veux rappeler peut-être ton site internet pour les gens qui veulent plus d'informations et ton email pour envoyer des questions? Ouais, je le mets en bas sur la barre ou je vous le dis? Ouais, bah, tu peux nous le dire et puis le mettre en plus. Alors, mon site internet, c'est… Alors, attendez, parce que forcément, je ne l'ai pas en tête, mais ça doit être Ambre Mota, am-diététicienne-annecy.com, tout simplement. Et après, il y a mes réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook. Instagram, finalement, c'est le même pseudo que mon site internet. C'est am-diététicienne. Et Facebook, c'est Ambre Mota, diététicienne nutritionniste. Voilà. Et puis, pour ceux qui veulent me poser des questions, vous n'hésitez pas sur mon mail. Ça va être ambremota.diet, donc diet@gmail.com. Il faut aussi savoir que pendant cette période de confinement, je continue les consultations en visio avec Zoom. Donc voilà, si j'en ai qui veulent plus d'infos, se rencontrer, il n'y a pas de souci, je continue de recevoir. Voilà. Merci beaucoup, Ambre. Et puis, pour moi, je suis venu à cet email, bonjour@birdhouse.fr. Le site internet, vous le connaissez peut-être, c'est birdhouse.fr. Et de toute façon, on vous envoie un petit email dans les prochaines heures avec les coordonnées de chacun. N'hésitez vraiment pas à nous envoyer des questions supplémentaires, que ce soit sur la méditation, sur la pleine conscience ou sur l'alimentation. On fera peut-être un point supplémentaire dans quelques jours ou semaines, conférence supplémentaire pour rentrer dans d'autres détails. Mais c'était vraiment super. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints et à très bientôt, à très vite. Ouais, à très bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Bonne soirée.